Bien, merci Madame la Présidente de m'avoir invité ce soir à Pornichet. Avec mon épouse, on croyait profiter un peu de douceur des pays de la Loire, mais ma conviction est faite, vu les rafales de vent qu'on a prises et les trompes d'eau qu'on a reçues, la Loire-Atlantique est définitivement bretonne. Donc, merci de m'avoir invité. Alors, bien sûr, je ne vous parlerai pas du livre, ça serait beaucoup trop long de commenter finalement ce qui a été ma carrière, qu'on a partagé avec beaucoup de gens que je retrouve avec plaisir dans cette salle, et qui aura été l'histoire d'une longue traversée d'un officier français, et qui a traversé finalement l'histoire de notre pays et l'histoire de ses armées. Donc ce soir, je vais plutôt vous parler des grands enjeux stratégiques, c'est-à-dire la fin du livre, pas le début. Ah, mon épouse me fait signe qu'il faut que je m'écarte encore. Je vais finir dans les porte-manteaux. Hein, donc je ne vais pas vous parler de l'ensemble du livre, mais plutôt de la fin, c'est-à-dire les grands enjeux stratégiques de notre monde. Alors avant de parler de ces grands enjeux stratégiques, je voudrais revenir un peu en arrière, parce que finalement c'est toujours intéressant de savoir d'où on vient avant de parler d'essayer de deviner où on va aller. Quand je suis rentré dans la marine en 1976, donc ça c'est un test pour Bernard Preslin, et il est prié de reconnaître tous les bateaux qu'il y a sur cette diapositive. Quand je suis rentré, non, ça j'imagine, quand je suis rentré dans la marine en 1976 à l'école navale, on était en pleine guerre froide. Finalement, le monde était un monde bipolaire qui opposait deux blocs, un bloc de l'Ouest et un bloc de l'Est, comme on disait, c'est-à-dire l'OTAN et les pays du pacte de Varsovie. Et finalement, on était, et tous ceux qui ont connu cette période-là, on était dans un état de guerre permanent, et on se préparait d'ailleurs à la confrontation finale, tout en étant rassuré par le fait que notre général de Gaulle avait prévu une sécurité ultime qui s'appelait la dissuasion nucléaire. Mais ce qui était très frappant, enfin ce qui m'a beaucoup frappé par la suite, c'est que finalement, dans ce monde de la guerre froide, les gens étaient habitués à la guerre. Les gens, d'autant plus que les générations avant nous les avaient faites, les guerres. Les gens avaient le fait nucléaire dans la tête. Ils savaient ce que c'était la dissuasion, ils savaient comment ça marchait. On appelait ça l'équilibre de la terreur, fait pour éviter de reproduire Hiroshima et Nagasaki. Donc il y avait une compréhension assez forte de ces dialectiques-là. Avec la dislocation du pacte de Varsovie et la dislocation de l'Empire soviétique dans les années 1990, finalement, on est passé dans un nouveau paradigme stratégique qui était le paradigme post-guerre froide, que j'ai défini par alors que j'ai vécu, moi, comme commandant de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, puis auprès du président Chirac, ensuite comme patron des opérations interarmées à l'EMA, puis ensuite comme chef d'état-major de la marine. Mais donc on était dans un nouveau monde dans lequel la menace russe semblait définitivement enterrée. D'ailleurs, la seule question que se posaient les analystes à l'époque, j'ai eu la curiosité de relire les analyses de 1995, c'était jusqu'à où la Russie va-t-elle se désintégrer ? On voit bien qu'il faut être un peu prudent dans nos analyses, parce que finalement, elle ne s'est pas désintégrée, elle revient même au premier plan de l'actualité. On est passé d'un monde bipolaire, on rentrait dans un monde monopolaire, où finalement, c'était les États-Unis qui étaient la puissance suprême, et où ses alliés, c'est-à-dire nous, pouvions nous contenter d'une garantie de sécurité apportée par eux. Donc il y a eu toute une phase, qu'on a bien connue, les militaires qui ont vécu cette période, une phase que j'appellerais une phase d'assoupissement stratégique, où finalement la guerre et la défense qui avait été érigée par le général de Gaulle en première raison d'être de l'État dans son discours de Bayeux en 1946, eh bien cette défense finalement est passée de première raison d'être de l'État subrepticement à mal budgétaire nécessaire. Et je repars, et décidément, il n'est même pas par là. Hein. Alors, je me décale carrément, pardonnez-moi. Donc
une Europe qui s'est contentée des dividendes de la paix. Rappelons-nous, pour les plus anciens d'entre nous, c'était l'expression qui revenait à l'époque. Des armées qui ont été considérablement réduites à cette époque-là et qui finalement se sont transformées en corps expéditionnaires pour aller traiter les problèmes du monde qui étaient gérés par la bienveillance des États-Unis et l'entremise de l'ONU. Il n'y a pas eu une opération pendant cette période-là, et Dieu sait s'il y en a eu, puisque ce monde est devenu très turbulent. Il n'y a pas eu une opération qui n'ait été faite sans l'approbation de l'Organisation des Nations Unies. Donc, à la confrontation face à face, a succédé une multiplication de crises régionales, issues pour la plupart de la disparition de l'Empire soviétique, mais aussi d'une nouvelle menace qui était le terrorisme islamiste. Alors, ce qui est intéressant et qui va préparer ce que je vais vous dire après, c'est que là encore, en lisant les analyses de 1995, finalement, la Chine n'apparaissait pas comme un concurrent très sérieux. Beaucoup voyaient bien son éveil économique. Quand la Chine, je vais finir dans l'escalier, quand la Chine s'éveillera, on se rappelle tous cette phrase de Perfit, mais on considère que la Chine allait rester une puissance régionale et que finalement, elle resterait dans son coin, dans sa mer de Chine, et qu'elle n'aurait pas d'autre ambition. Donc dans ce monde post-guerre froide, la conflictualité, en tout cas pour les Européens, appartenait, si je puis dire, à l'Occident, qui avait la domination militaire totale et qui n'avait pas de concurrents, qui n'avait plus de concurrents. Et on voit bien que la guerre, à ce moment-là, s'est éloignée des préoccupations immédiates de nos concitoyens et elle est progressivement passée comme je le disais tout à l'heure, de première raison d'être de l'État à un mal budgétaire nécessaire. Encore une fois, c'est ce que j'appelle la période d'assoupissement stratégique. Cette période stratégique, elle s'est passée à peu près, on peut le considérer, des années 90 aux années 2010 environ. Il faut être désormais persuadé que je croyais que la présidente me faisait signe. On est passé finalement de ce modèle d'avant, qui était un modèle qui a structuré les relations internationales pendant toute cette période. Il a structuré non seulement les relations internationales, mais aussi les questions de sécurité. Eh bien, ce modèle-là, il faut considérer aujourd'hui qu'il est complètement arrivé à son terme et qu'on est rentré dans quelque chose de profondément différent. Là, ça a l'air de mieux marcher. Là, je ne sais pas quel bouton vous avez tourné, mais ça marche mieux. Donc aujourd'hui, ce nouveau monde, ce monde du nouveau paradigme stratégique, il est caractérisé par ce que j'appellerais 6 tendances lourdes qui étaient dans les années 2015 des ruptures stratégiques. Donc je vais essayer de vous les énumérer. On voit bien que quand on veut faire une analyse stratégique du monde aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce qu'il y a tellement de choses qui bougent que finalement on a du mal à s'y retrouver. Donc la première tendance lourde, qui est sans doute la plus impressionnante, c'est le retour des stratégies de puissance. Auparavant, comme je l'ai dit, les crises étaient réglées par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de faits qui ont été faits, je vous en parlerai, qui montrent que la force remplace le dialogue et que le fait accompli remplace le multilatéralisme. Et ça, c'est assez préoccupant parce que finalement, on assiste aujourd'hui à un affaiblissement de l'Organisation des Nations Unies qui a perdu son rôle d'arbitre des contentieux internationaux. Et ce rôle, il a été pris par un certain nombre de chefs d'État qui ne respectent plus aucune règle et qui font du fait accompli et de la force la première raison d'être de leur politique. Alors je vous ai mis ce paysage n'est pas complètement exhaustif, mais on a un certain nombre de gens qui ont dérégulé ce système de relations internationales. Celui que j'ai pu voir à l'œuvre, qui n'est pas tout à fait un dérégulateur, mais qui a changé les relations internationales en relations de business, c'est Donald Trump, je peux vous assurer que ça a été très frappant. Je le raconte dans mon livre, le premier coup de téléphone entre François Hollande et Donald Trump, c'était assez surréaliste pour nous, puisqu'on est passé à d'un monde diplomatique qui était assez feutré, avec des codes, un langage qui est toujours très mesuré, à une espèce de ring de boxe où on avait quelqu'un qui finalement, dont le seul but était de dire « je vous donne quelque chose,
donnez-moi quelque chose en échange. Donc une façon d'aborder les relations internationales, qu'il avait d'ailleurs écrit dans un bouquin que je vous recommande si vous avez 30 secondes, parce que on ne sait jamais, il peut revenir, c'est pas du tout exclu qu'il ne revienne pas bientôt aux affaires, donc ça va nous secouer encore un petit peu. Mais si vous avez l'occasion de lire, on le trouve en libre sur Internet, ça s'appelle The Art of the Deal, ça a été écrit par Donald Trump en 1987, et ça décrit exactement sa façon de faire du business et donc des relations internationales. Quand je veux quelque chose, je mets la barre très haut, et ensuite je pousse jusqu'à avoir raison. Donc on est un peu loin de cette vision américaine qui était de montrer l'exemple de la démocratie au monde. On est rentré avec Donald Trump dans un monde où c'est le business qui prime, et si on veut obtenir quelque chose de lui, eh bien il faut lui donner quelque chose. Alors il n'est pas le seul, naturellement. Vladimir Poutine est désormais bien connu comme perturbateur, mais on a aussi des gens comme Erdogan qui ont remplacé, ou dont l'attitude est ambiguë, a remplacé le dialogue dans les relations internationales. Et il nous a fait des coups comme acheter des systèmes de défense antiaérienne russe alors qu'il fait partie de l'OTAN, des coups comme vouloir une politique avec l'Europe, mais envoyer ses bateaux prospecter du gaz dans les zones exclusives européennes. Donc on voit bien que c'est bien la politique du fait accompli qui prend le dessus. Alors, il y a beaucoup de questionnements sur quand a commencé cette période. Alors beaucoup considèrent que cette période a commencé au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, mais en réalité cette période elle a commencé bien plus tôt. Elle a commencé dans les années 2010 avec un certain nombre de faits accomplis qui ont émaillé les relations internationales. J'ai mis l'un d'entre eux, c'est la politique chinoise en mer de Chine, où ils ont pris possession d'îlots qui étaient contestés, ce qu'on appelle les Spratly et les Paracels. Tous les marins connaissent ces îlots puisque c'est un cas d'école, mais dans des îlots qui étaient complètement déserts au départ et qu'ils ont transformés progressivement en bases aériennes ou en ports pour aider au déploiement de leur flotte. Donc on voit bien que cette politique du fait accompli en Chine a été déjà là. Rappelons-nous aussi, on a tendance à l'oublier, qu'en 2014, la Russie a annexé la Crimée sans autre forme de procès. Rappelons-nous que la Russie a envoyé des mercenaires de Wagner dans les provinces du Donbass, c'était 2014. Et ensuite, on a eu des événements comme celui que j'évoquais tout à l'heure avec Erdogan en Syrie ou en Méditerranée orientale, etc. Donc, on voit bien que... Alors, pendant ce temps-là, donc, ce que moi je l'ai mis en 2014, parce que l'effet le plus flagrant, c'était l'annexion de la Crimée, effectivement. Mais pendant ce temps-là, on voit que les dépenses mondiales de défense ont singulièrement augmenté. Et pour vous donner une idée, on était au cœur de la guerre froide sur une somme de 1500 milliards de dollars US dépensés par an pour les dépenses d'armement. Aujourd'hui, on en est à 2240. Donc on voit bien que ces dépenses d'armement sont en train d'exploser. Je vous dirai à la fin pourquoi il ne faut pas avoir peur de tout ça. Dans le même temps, ce qui est également encore plus préoccupant, je crois, c'est le nombre de traités qui sont violés, abolis ou interprétés. Et j'ai essayé de mettre sur cette planche que j'ai présentée hier à Nantes ce que j'appelle le sombre avenir des traités et qui montre tous les traités qui depuis 2019 à peu près, 2018, ont été annulés ou suspendus. Le traité New START, qui était le traité qui limitait le nombre de têtes nucléaires déployées, a été suspendu par la Russie en 2022. Le traité Ciel ouvert, qui permettait de contrôler en Europe les forces des adversaires, des différents adversaires, a été annulé par les Russes en 2021. Le traité sur les forces conventionnelles en Europe a été annulé par les Russes en 2023. Le Joint Comprehensive Plan of Action, qui était le plan qui traitait du nucléaire iranien, a été annulé par les Américains en 2018. Le traité force nucléaire intermédiaire a été annulé par les Américains en 2019.
le mémorandum de Budapest, que peu de gens connaissent mais qui est important, qui avait été signé en 1994 entre les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie d'un côté et le Kazakhstan, la Biélorussie et l'Ukraine de l'autre bord. C'est un traité important puisque ces trois derniers pays acceptaient de remettre leurs armes nucléaires de l'ère soviétique en échange d'une garantie de leurs frontières par les trois premiers signataires. On voit ce que ça donnait. Donc, alors malheureusement, c'est pas tout. Le traité d'interdiction des essais nucléaires a été aboli par les Russes en 2023. Et j'ai mis pour mémoire, alors il n'a pas droit à une croix, celui-là, il a droit à une bouée de sauvetage. C'est le traité de Montego Bay sur les espaces maritimes, qui lui n'est pas violé, mais qui est interprété. Par exemple, Erdogan considère que ce traité, qu'il n'a pas signé d'ailleurs, ne l'engage à rien et considère que tout ce qui est entre la Turquie et la Libye lui appartient, en violation totale de ce traité qui fixe des délimitations. Donc on voit aujourd'hui que finalement, ce qu'on peut retirer de ça, c'est qu'un traité, ça n'engage que celui qui le signe et que ça peut disparaître extrêmement rapidement. Et ça, c'est quand même le fait qui me paraît, moi, le plus préoccupant. Ça veut dire que finalement, quelqu'un qui donne sa parole, il peut la retirer quelques années après. Donc, c'est un système qui est en train de se déliter. Dans le même temps, on a... Alors, je vais passer, si vous voulez, à une revue des grands pays. Le premier point qu'il faut retenir, c'est qu'on assiste aujourd'hui à ce que j'appelle le choc des titans, qui est le choc entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. La Chine est en train de monter en puissance, pas seulement militairement, économiquement, technologiquement. Et donc on voit aujourd'hui que, là encore, l'appétence des pays pour telle ou telle zone est en train de changer. Les États-Unis ont opéré, donc, sous Obama, c'était amplifié sous Donald Trump, ce qu'on appelle le pivot asiatique, c'est-à-dire qu'ils sont en train, non pas d'abandonner l'Europe, mais de se désintéresser un peu de l'Europe pour se tourner vers le pays qui leur paraît le plus dangereux, qui est la Chine, et qui est en train de monter en puissance. Il faut se rendre compte que ces deux pays-là, la Chine et les États-Unis, c'est 40% du PIB mondial à eux deux, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre, et c'est plus de la moitié des dépenses d'armement mondiales. Donc c'est vraiment ce que j'appelle le choc des titans. J'ai beaucoup hésité à rajouter l'Inde, qui est en train de monter en puissance, en particulier démographiquement, mais elle a pour l'instant encore des difficultés structurelles qui ne la permettent pas de se mesurer à ce que j'appellerais les deux États-continents, aux deux grands. Donc des États-Unis qui, encore une fois, qui n'abandonnent pas l'Europe, mais qui vont demander à l'Europe d'en faire beaucoup plus pour leur sécurité qu'auparavant, et puis une Chine qui monte en puissance extrêmement rapidement, et qui monte en puissance depuis 2013, là encore c'est bien antérieur à la crise ukrainienne, qui monte en puissance avec au départ ce qu'ils ont créé en 2013, qui s'appelait les routes de la soie, la Belt and Road Initiative, et qui sont leur manière d'asseoir, de sécuriser leur économie, mais aussi qui est leur manière d'obtenir le long de ces routes de la soie maritimes en bleu, ici, terrestres en rouge, ici, et j'ai pas réussi à trouver la manière de mettre les routes de la soie numériques, mais elles existent aussi, que ces routes de la soie sont à la fois de la sécurisation de leur économie, mais elles sont surtout un formidable facteur d'influence et un formidable facteur de vassalisation budgétaire des gens auprès de qui ils prêtent de l'argent ou ils construisent des infrastructures, etc. Il y a des pays aujourd'hui qui se retrouvent complètement endettés vis-à-vis des Chinois. Donc c'est quelque chose qui est pacifique, qui est présenté comme pacifique, mais qui en réalité est un formidable facteur d'influence. Pour terminer ce panorama, je voudrais juste montrer, alors évidemment, comme je suis marin, je vais parler beaucoup de marine, pardon mon général, mais on pourrait faire les mêmes démonstrations avec l'armée de terre et l'armée de l'air. On voit sur cette vue combien le réarmement mondial est en train de s'opérer. Alors, pour reprendre les acteurs
les États-Unis restent la première puissance militaire mondiale, mais la Chine monte en puissance extrêmement rapidement. Il faut se rendre compte qu'elle n'était pas dans le top 8 des marines mondiales en 1990. Elle est aujourd'hui à la 2e place. Bernard, tu pourrais expliquer ça beaucoup mieux que moi, mais avec une montée en puissance extrêmement impressionnante. Il faut se rendre compte que la marine chinoise aujourd'hui construit une fois la marine française tous les 3 ans. Une fois la marine française tous les 3 ans. Donc avec une montée en puissance qui est extrêmement rapide. Alors on pourrait se dire, on m'a demandé hier, je crois, on m'a dit, mais finalement, est-ce qu'ils ne montent pas en puissance trop rapidement? Mais je ne crois pas. Je ne crois pas. J'ai eu la chance en 2014 d'aller dans ce pays. Ils m'ont fait l'insigne honneur de visiter leurs porte-avions, leurs sous-marins et leurs frégates modernes. Petite parenthèse pour préparer la conclusion, il y a 2 pays à qui ils ont autorisé de faire ça, les États-Unis d'Amérique et la France. Donc pour tous ceux qui pensent que la France est en train de se déliter et que sa voix ne porte plus, c'est déjà un premier élément de réponse. Et donc on voit que ce pays monte extrêmement fort. On voit qu'il est en train de se répandre, si je puis dire, mondialement, et avec une politique qui n'est, encore une fois, qui n'est pas seulement militaire, qui est technologique et qui est économique. Il ne faut surtout pas considérer que la lutte entre les États-Unis et la Chine est seulement militaire et que ça va se terminer par un clash militaire. Je ne crois pas. Enfin, je ne crois pas. J'espère pas. Mais en tout cas, on est dans une lutte qui sera d'abord politique, puis économique. Les 2 économies étant très liées d'ailleurs, ce qui laisse à penser qu'ils n'ont aucun intérêt à se taper dessus. D'ailleurs, la dernière réunion entre Xi Jinping et Biden, ça s'est terminé en disant qu'il y a de la place pour tous les 2 dans le monde. Donc on revient sur le choc des titans que j'évoquais tout à l'heure. Donc on a cette lutte politique, économique, militaire, pour asseoir la dominance sur les espaces, en particulier les espaces communs, j'y reviendrai. Et puis une bagarre qui est impressionnante, et j'y reviendrai aussi, qui est la bagarre technologique. Dans cet environnement, il ne faudrait pas faire l'erreur de croire que seuls les États-Unis et la Chine sont en train de monter. En réalité, tous les pays qui se trouvent autour de la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, l'Inde, sont en train de monter militairement et singulièrement sur le plan naval. Et aujourd'hui, tous ces pays ont fait leur entrée dans le top 8 des marines mondiales. Taïwan est à la 9e place, mais talonne est en train de monter en puissance également. Donc on a une montée en puissance stratégique de la plaque Indo-Pacifique qui est extrêmement forte. Et évidemment, les pays qui ont dégringolé du top 8 des puissances navales mondiales, ce sont les pays européens, à 2 exceptions près. La Royal Navy, mais qui est en fâcheuse posture aujourd'hui pour des problèmes essentiellement de ressources humaines, et la Marine nationale française qui se maintient tant bien que mal entre les 6e et 7e places. Donc on voit bien qu'on assiste à une redistribution de la puissance stratégique et de la puissance militaire, avec une conséquence qui est que on n'a plus la domination militaire comme on l'a eu pendant la période stratégique précédente. Je vous dirai pourquoi il ne faut pas en avoir peur, mais en tout cas, il faut le prendre en compte. Alors, il y a un pays que je n'ai pas encore nommé, c'est la Russie. La Russie a refait son appareil militaire. Voilà, il est un peu entamé par la guerre en Ukraine, mais ils reviennent à leur niveau de la guerre froide et reviennent en particulier sur le plan naval, en tout cas, grâce à leurs sous-marins. Ils ont des sous-marins qui se déploient aujourd'hui loin et longtemps, et à un niveau de permanence, à un niveau de longueur de patrouille qui ne faisait même pas pendant la guerre froide. Donc il ne faut pas sous-estimer la Russie. Elle est quand même loin des 2 autres, mais il ne faut pas la sous-estimer. Et puis on retrouve ce retour des stratégies de puissance également. Je prends toujours comme exemple l'exemple naval. Eh bien, on le retrouve dans des pays comme l'Algérie, qui doit figurer quelque part sur ce tableau, qui, vous voyez, avec une grosse montée en puissance. Le jaune, c'est la situation en 2008, le rouge, c'est la situation en 2030. Donc on voit bien que des pays comme l'Algérie, comme l'Égypte, comme la Turquie, sont en train de monter en puissance dans la Méditerranée. Donc la seule conclusion qu'il faut tirer de tout ça,
c'est qu'on n'a plus la domination mondiale sur le plan militaire et que la puissance militaire, en tout cas, est en train de se répartir sur tout le globe. La deuxième rupture stratégique, c'est la conflictualisation naissante des espaces communs. Alors les espaces communs, c'est le cyberespace, c'est l'espace exo-atmosphérique, et puis c'est la mer. Finalement, ce sont ces espaces qui ont permis ce que j'appelle la mondialisation heureuse, c'est-à-dire la période stratégique d'avant, et qui ont permis l'échange des biens et des données. Rappelez-vous, c'est l'époque où on ne faisait plus de stock, on faisait que du flux, et le flux venait de très loin. Alors pour ce qui concerne la mer, il faut se rappeler que la mer transporte 80% de ce qu'on consomme au quotidien, c'est-à-dire si d'une manière ou d'une autre on arrêtait brutalement les flux maritimes, eh bien, demain, il vous resterait 20% d'articles dans vos supermarchés. Puis accessoirement, vous n'auriez plus de voitures parce qu'il n'y aurait plus de pièces détachées. Donc, alors ça n'arrivera jamais, je vous rassure également. Mais en tout cas, on a des flux maritimes qui sont essentiels, qui partent de l'Asie pour aller soit vers les Amériques, soit vers l'Europe, qui passent par ces gros tuyaux bleus que vous voyez sur l'écran et qui ont une particularité, c'est qu'ils passent par des points, ce qu'on appelle des choke points, qui sont des points resserrés, Malacca, Hormuz, Bab el-Mandeb, dont on parle beaucoup aujourd'hui, Gibraltar, Suez, etc. Donc on voit bien que, là encore, et je pourrais développer également, on fera dans les questions si vous voulez, mais on voit bien que ces trois espaces communs qui sont le cyberespace, l'espace exo-atmosphérique et la mer sont en train de se conflictualiser, alors qu'avant c'était des zones libres de droit, si je puis dire, et qui sont en train de se militariser. Donc c'est quelque chose qui est également très important. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit extrêmement ferme sur le droit international. Il faut qu'on impose le droit international. C'est aujourd'hui ce qui est en train de se passer dans la mer Rouge, donc autour du détroit de Bab el-Mandeb, puisqu'on a vu les conséquences que ça avait eu, le détournement de la plupart des conteneurs qui, au lieu de passer par là, bien, sont obligés de faire tout le tour de Cap de Bonne-Espérance. Ce tour par le cap de Bonne-Espérance, ça coûte 10 jours de mer. Et c'est pour ça que, par exemple, les usines Tesla en Allemagne ont été obligées de fermer parce qu'ils n'avaient plus de pièces détachées. Je reviens sur l'exemple des flux. Ces flux sont particulièrement importants. C'est eux qui sont finalement les artères vitales de notre société. C'est eux qui structurent nos sociétés. Et ça veut dire que ces trois espaces communs, il faut être extrêmement vigilant. Et que la conflictualisation de ces espaces communs, ce sont finalement, ça doit être une de nos priorités. Et ça doit être une de nos priorités, non pas par des actions militaires, mais par le dialogue et l'imposition du droit international. Et les actions militaires venant en dernier, si besoin. Alors, juste un petit détour par le fond des mers, parce qu'on parle beaucoup de ce qui se passe à la surface, et pour vous dire que par les câbles sous-marins transitent aujourd'hui 99% des communications Internet intercontinentales. Ça veut dire que quand vous prenez votre téléphone et que vous voulez charger une vidéo de je ne sais trop quoi, eh bien, ça part d'Europe, ça va aux États-Unis, là où sont tous les clouds, c'est-à-dire les banques de données, et puis ça revient chargé sur votre téléphone, et c'est là à l'infini. Ça, ces câbles-là, ce sont des milliards de vidéos HD transportées tous les ans. Pour ceux qui s'intéressent à la technique, ça fait près de 5 zeta-octets échangés tous les ans. Un zeta-octet, c'est 10 plus 21 octets, donc c'est quelque chose de tout à fait considérable. Alors pourquoi je vous montre ça ? Parce que simplement, là aussi, on a commencé à avoir un intérêt de certaines puissances, dont la Russie pour pas la nommer, dont la Chine pour pas la nommer non plus, qui s'intéressent de très près au positionnement de ces câbles. Donc évidemment, quand on a vu ça dans les années 2015, on s'est dit, s'ils s'intéressent au positionnement des câbles, c'est qu'ils nous préparent un mauvais coup. On ne sait pas encore lequel d'ailleurs, mais c'est qu'ils nous préparent un mauvais coup. Et ce qui a conduit, en France en particulier, à
anticiper ces mauvais coups et à mettre en place un système de surveillance de tous ces câbles transatlantiques. Alors, là aussi, pour vous rassurer, c'est le même principe que sur les flux maritimes. Si on bloque un passage, ça passera par ailleurs. Simplement, en France en particulier, on a la chance d'avoir 46 points d'arrivée de câbles, donc c'est quelque chose qui est redondant. Mais on peut très bien avoir une coupure sur un ou deux câbles qui perturbe grandement, parce que ces câbles ils sont saturés aujourd'hui, donc qui perturbe grandement les échanges bancaires, économiques, etc. Donc c'est quelque chose, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est quelque chose sur lequel on est extrêmement vigilant aujourd'hui. Et puis petit détail sur la mer, toujours. Bon, je vous ai dit que la mer, c'était les flux qui alimentent nos sociétés. Donc c'est un espace de liberté. Eh bien, on voit cet espace de liberté aujourd'hui contesté. Et on voit un certain nombre de pays qui, parce qu'ils ont du mal à nourrir la population, parce qu'ils s'intéressent à ce qu'on trouve au fond des mers en tant que gaz, pétrole, minerais, etc., s'intéressent vraiment et commencent à bafouer le droit international. C'est la bouée de sauvetage que je mettais sur Montego Bay, sur le traité de Montego Bay tout à l'heure, et commence à établir des zones par la force ou par la persuasion. C'est le cas en mer de Chine, avec ce que l'on appelle la langue de bœuf, c'est-à-dire la zone dans laquelle la Chine a dit « maintenant tout ce qui est à l'intérieur, c'est à moi ». Donc, alors qu'avant, elle était en discussion avec tous les pays qui se trouvent sur le pourtour, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines, Brunei, etc. Bien, on retrouve les Spratleys qui sont là, celles qui sont un peu plus haut. Donc on voit bien que là, c'est une politique de fait accompli. Et pour faire ça, ils n'ont pas eu besoin de marine militaire. Ils ont envoyé des milliers de chalutiers chinois, que vous voyez en bas, et dans les zones, ils ont dit, regardez, on pêche là, donc c'est à nous. Ça s'appelle la politique de fait accompli. L'Est de la Méditerranée, qui est également une zone de fâcherie avec la Turquie. J'ai repris des images de l'époque où les navires turcs venaient prospecter dans les zones économiques grecques et chypriotes, c'est-à-dire dans nos zones économiques exclusives européennes, et ça donnait lieu à des tensions. Mais évidemment, la Turquie, qui importe la majorité de son énergie, elle est très intéressée pour voir. Donc pour obtenir des droits de prospection. Et un beau jour, la Turquie nous a dit, eh bien écoutez, tout ce qui est entre la Turquie ici et la Libye ici, c'est à moi. C'est-à-dire tout ça. Évidemment, les Grecs et les Chypriotes n'étaient pas très contents, et on a aidé les Grecs et les Chypriotes, mais ça s'appelle les politiques de fait accompli. Et on voit que la mer, finalement, qui était un espace de liberté, est en train de devenir un espace contesté, et que la liberté de navigation s'oppose désormais à une sorte de territorialisation de la mer, c'est-à-dire qu'on voit des nouvelles frontières qui n'existaient pas avant apparaître en mer. Troisième rupture lourde, c'est ce que j'appelle l'entrée dans l'âge de l'impatience. Alors certains m'ont fait remarquer que l'historien Brodel avait déjà appelé ça l'âge de l'immédiateté, mais je crois que c'est encore pire. Aujourd'hui, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup mesuré quand j'étais patron des opérations interarmées. En général, tu dois t'en souvenir de cet âge de l'immédiateté où finalement, à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le monde, on nous demande d'intervenir extrêmement rapidement. Donc les sociétés occidentales, en réalité, sont devenues très court-termistes parce que leur rythme s'est accéléré en même temps que l'accès populaire aux technologies numériques et aux réseaux sociaux, et finalement, et puis aussi parce que le rythme de politique de nos démocraties s'est accéléré. Et on voit bien à cet égard que le fait de passer de septennat à un quinquennat, ça oblige d'accélérer les choses. Donc cet âge de l'impatience, il a trois conséquences. La première conséquence, et c'est pour ça que j'ai mis cette planche, c'est pour les militaires, en tout cas, l'exigence de résultats rapides. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui dans le monde peut créer un événement majeur avec son téléphone. Il prend une séquence émotion, si je puis dire, et ça fait réagir immédiatement le monde politique. Pardon, ça fait d'abord réagir le monde médiatique, qui diffuse uniquement la petite partie d'informations qu'ils ont, et ça fait réagir le monde politique, qui
tourne immédiatement vers les militaires, ça te rappellera quelques souvenirs, et pour dire mais qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et finalement, le rôle du chef d'état-major particulier du président de la République, c'est aussi de dire attention, ne réagissons pas sous l'émotion, donnez-nous le temps de l'analyse. Alors c'est pas facile, hein, parce que la communication, on voit comment se passe une communication politique aujourd'hui, mais on a besoin de ce temps de l'analyse, c'est-à-dire en général 2-3 jours, pour prendre conscience de ce qui est en train de se passer et pas réagir seulement sous le coup de l'émotion. Autant dire qu'on n'est pas populaire quand on demande ça. Mais en tout cas, c'est extrêmement nécessaire. Ça se traduit aussi par l'impuissance des organisations trop lourdes. Aujourd'hui, il y a une remise en question des processus de réaction de l'OTAN, de l'ONU, de l'Union européenne, parce qu'une organisation trop lourde, eh bien, elle ne réagira pas dans ce laps de temps-là, et le temps qu'elle réagisse, le fait accompli sera entériné, et on ne pourra plus revenir dessus. Donc il faut, là aussi, apprendre à accélérer, à la fois à appréhender ce temps de l'émotion et ce temps de la raison. La troisième conséquence de cette entrée dans l'âge de l'impatience, qui est une accélération du temps de nos sociétés, c'est un danger sur le temps long, un danger sur les stratégies importantes. Et là aussi, on voit bien qu'une des difficultés, je vous dirais comment à la fin la France a résolu ce problème, et une des difficultés, c'est d'arriver à gérer le temps court, qui est le temps de nos sociétés, notre société qui demande beaucoup aux politiques aujourd'hui, qui exige d'avoir des résultats rapides, et d'un autre côté, le temps long, qui est celui de la stratégie, celui qui permet d'avoir des stratégies militaires, de capacités militaires, des stratégies de l'espace, des stratégies du cyber, etc. etc. Donc on est dans une conflictualité permanente qu'on mesure parfaitement, qu'on est à l'Élysée, entre ce temps court qui est le temps politique, c'est le temps que nos concitoyens réclament, et le temps long, qui est celui de la construction d'une nation. Et donc on est dans ce combat-là permanent pour arriver à la fois à gérer les attentes des concitoyens et puis préparer l'avenir. C'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. On pourra y revenir dans les questions si vous le souhaitez. La quatrième rupture, qui est aussi une rupture importante, c'est ce que j'appelle la fulgurance de l'évolution technologique. Nous sommes rentrés dans une époque où tout va très vite. Il suffit de regarder combien il est nécessaire de changer son téléphone portable ou son ordinateur très rapidement aujourd'hui pour en prendre conscience. Avant, on gardait un téléphone très longtemps. Aujourd'hui, au bout de 3 ans, il est complètement démodé. Mais en tout cas, il a lui aussi des conséquences. La première conséquence, c'est qu'il y a 20 ans, les anciens militaires présents dans cette salle se rappelleront de ça, on était dans l'ère de la révolution des affaires militaires, qui est un concept américain, et qui consiste à dire, mais finalement, on a tellement l'avantage technologique qu'on sera toujours supérieur dans l'action militaire. Mais aujourd'hui, c'est plus vrai. C'est plus vrai, pourquoi ? Parce qu'on a, comme je vous ai montré, la montée en puissance économique de la Chine, la montée en puissance militaire mondiale, et ben on a une montée en puissance extrêmement rapide de tous les acteurs sur le plan technologique. Il faut se rappeler qu'au siècle dernier, c'est l'Europe et les États-Unis qui avaient inventé la machine à vapeur, l'électricité, Internet. Aujourd'hui, quand on parle de physique quantique, quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle de laser, quand on parle d'hyperconnexion, eh bien, on n'a plus le monopole et tout ça est partagé largement entre l'Asie, les États-Unis et l'Europe. Donc ça, c'est la première conséquence, c'est qu'on n'a plus, là non plus, le monopole technologique. On a affaire à une concurrence qui est loyale, hein, qui c'est pas une concurrence de coup tordu, mais en tout cas, on a une concurrence qui va être déterminante pour l'avenir. Moi, je l'appelle la mère de toutes les batailles, parce que celui qui gagnera la bataille technologique, il gagnera la bataille des normes et des standards, c'est-à-dire que c'est lui qui va contrôler le monde. C'est-à-dire si le premier qui percera dans l'intelligence artificielle, d'ailleurs, ce qui est encore plus compliqué, c'est que ce n'est pas nécessairement un État, ça peut être une société qui arrive à ça. Mais en tout cas, cette bataille des normes et des standards, on ne peut pas la louper, nous Européens. J'y reviendrai également. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point,
c'est la vulgarisation technologique qui est mise à la portée de certaines organisations des moyens dont ils se servent aujourd'hui. J'étais très frappé, moi, de voir les commentaires lorsqu'il y a eu l'attaque du Hamas sur Israël, où les journalistes nous expliquaient mais comment ils emploient des drones, ils emploient des parapentes, ils emploient de la téléphonie cryptée, mais tout ça est nouveau. Non, ça faisait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on voit ça, et c'est lié, et en particulier ce téléphonie cryptée, c'était un des problèmes de la lutte antiterroriste, mais on voit bien que cette vulgarisation technologique, ce qu'on met à la disposition du simple citoyen, c'est utilisé aussi par des organisations pour nous faire du mal. Donc, une fulgurance, une technologie qui va vite, une technologie qui est répartie mondialement, et puis une vulgarisation technologique qui peut poser des soucis vis-à-vis d'un certain nombre d'organisations terroristes en particulier. La cinquième rupture, c'est l'amplification des stratégies hybrides. Alors c'est très compliqué d'expliquer ce qu'est une stratégie hybride, mais en gros, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que c'est les stratégies qui se passent en dessous du seuil de conflictualité. C'est par exemple la propagande. Il suffit de regarder la propagande russe aujourd'hui pour voir combien elle est efficace. Mais c'est pas seulement ça, je vous donnerai quelques exemples. Alors cette notion d'hybridité, elle n'est pas nouvelle. Pendant les deux guerres, on a eu de la propagande, on a eu de la désinformation, etc. Mais elle est largement amplifiée aujourd'hui par les moyens technologiques, et en particulier tout ce qui est maîtrise de l'information, ça va extrêmement vite, donc il faut être extrêmement vigilant, il faut savoir combattre les désinformations mises par les uns et par les autres. Là aussi, le virage a été tourné, je vous le dirai, a été pris, en France, je vous le dirai tout à l'heure. Mais donc cette hybridité, on peut la résumer en une combinaison d'actions coordonnées, conduites de manière simultanée et qui a pour but de déstabiliser les États ou de s'introduire dans les processus démocratiques. On en a eu l'exemple pendant les dernières élections américaines où il y avait des sérieux doutes sur l'implication des usines à troll russes, c'est-à-dire la multiplication des sources de désinformation pour arriver à leur fin. Alors évidemment, cette rupture elle va être encore pire avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et ça va nous demander beaucoup de vigilance. Dans le cadre des stratégies hybrides, je vous en ai mis quelques exemples. Ça, c'était des attaques de pétroliers non revendiquées dans le détroit d'Ormuz en 2019. Tout le monde savait que c'était les Iraniens qui étaient derrière ça, mais elles n'ont jamais été revendiquées et on n'a jamais été capable de prouver que c'était les Iraniens qui étaient derrière ça. Mais ça a déstabilisé, je reviens au point précédent sur les flux maritimes, ça a complètement désorganisé le trafic des pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Autre stratégie hybride, on en a déjà parlé, le fait d'envoyer des millions de pêcheurs pacifiquement, des milliers de pêcheurs pacifiquement dans une zone pour dire la zone est à moi, c'est une stratégie hybride. Les flux d'immigration illégale, quand elles sont coordonnées ou ordonnées par un État, c'est la stratégie hybride. Et on a pu remarquer que notre ami Erdogan le pratiquait assez souvent quand il était en difficulté avec l'Union européenne. Comme par hasard, il y avait une multiplication des flux d'immigration illégale entre la Grèce et la Turquie. Ça peut être également la cyber. Je vous en ai un peu parlé tout à l'heure, on pourra revenir dans les questions. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est aujourd'hui extrêmement préoccupant. La France, là aussi, a pris tous les virages nécessaires, mais on voit une multiplication du nombre d'attaques. Et ce qui est plus ennuyeux, c'est que ces attaques qui étaient avant des attaques d'entreprises ou des attaques de systèmes régaliens, de ministères, régulièrement les ministères de l'Intérieur, de la Défense sont attaqués par des attaques cyber. Et bien aujourd'hui, ce sont les citoyens. Et il y a beaucoup de vol de données à des fins de chantage, alors pas seulement des chantages criminels, ça peut être des chantages étatiques, en disant donnez-moi les informations, sinon je diffuse vos données, etc. Donc ça peut arriver. Et puis, je vous en ai parlé, les stratégies hybrides sur les infrastructures sous-marines. Alors, depuis qu'on surveille les infrastructures sous-marines, on a eu quand même quelques événements préoccupants. Le premier, c'était les explosions de Nord Stream. Explosions de Nord Stream qui n'ont jamais été revendiquées. Aujourd'hui, à ma connaissance, personne ne sait qui les a faites.
Et c'est bien difficile de savoir qui les a faites. Alors, chacun peut avoir son idée sur la question. Les uns peuvent dire c'est les Russes, les autres les Ukrainiens. Nous, Français, on a toujours tendance à accuser les Britanniques, mais ça, c'est par défaut. Mais on peut très bien... Enfin, aujourd'hui, on n'a aucune preuve et on ne sait pas, en réalité, qui a fait ça. Autre événement qu'on a relevé, les Norvégiens, en 2021, se sont fait voler 5 km de câbles sous-marins expérimental. On ne sait pas du tout par qui. Alors, on pense que comme ça se passait en Norvège et que les Russes ont des sous-marins qui sont faits pour ça, on a une petite idée, mais on ne peut pas le prouver. On pense bien que ce n'est pas le Bangladesh qui l'a fait. Mais en tout cas, on voit bien que les infrastructures sous-marines, aujourd'hui, elles sont soumises à des attaques comme ça, et qu'il y a de plus en plus de choses qui passent par les infrastructures sous-marines. Pour vous donner un exemple, la Suède, pratiquement tout son réseau électrique passe par des infrastructures sous-marines. C'est-à-dire, celui qui veut mettre la Suède dans le noir, il suffit qu'il fasse tout. C'est un peu plus compliqué, encore une fois, il y a plein de redondances. Ne prenez pas au pied de la lettre tout ça. Mais en tout cas, on voit bien qu'on peut avoir des attaques qui déstabilisent les pays. Dans la cyber, évidemment, il y a toutes les intrusions qu'on voit dans les processus démocratiques, dans les élections, etc. Et ça n'arrête pas. C'est en permanence. D'ailleurs, ça a amené en France à créer au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale un organisme qui s'appelle Viginum, Vigie numérique, et qui vérifie que rien ne vient entraver les processus démocratiques. Et en permanence, on s'aperçoit qu'il y a des attaques. Quand je dis des attaques, c'est des tentatives de manipulation. Encore une fois, il y a des pays qui ont des usines à trolls qui amplifient les mauvaises nouvelles, qui tendent à manipuler l'opinion. Et il faut en être conscient. C'est pas facile à contrer, mais il faut en être conscient. Et en tout cas, en France, on a fait ce qu'il fallait. Sur les stratégies hybrides, dernier point, ça veut dire que là aussi, on est obligé de faire attention. Alors, plus seulement au ministère régalien, mais à tout, évidemment, des attaques cyber contre le système de français, des attaques cyber contre les chaînes de fabrication des médicaments, par exemple. Si on vous fait un mélange de tout et que vous achetez un truc explosif en croyant que c'est de l'aspirine, c'est pas terrible. Mais donc, il faut qu'on soit... Enfin, on a pris les mesures en France pour être beaucoup plus résilient, c'est le mot que je voulais employer, la résilience à toutes ces attaques hybrides. C'est un terme qui n'existait pas auparavant dans les fonctions stratégiques et qui viennent d'y rentrer. La 6e et dernière rupture, c'est le changement climatique. Alors, c'est quelque chose qui surprend toujours les gens quand c'est un militaire. J'ai expliqué ça lors du dernier sommet, le One Ocean Summit à Brest, traitant de l'environnement marin. Et les associations écologistes sont venues voir à la fin en disant « Mais c'est incroyable qu'un militaire vienne nous expliquer qu'il faut empêcher le dérèglement climatique. » Et je leur ai dit « Mais non, parce que le dérèglement climatique, c'est le ferment des crises de demain. » Et pour vous donner quelques exemples, si on continue à avoir une sahélisation qui se passe comme ça en Afrique, ben ça augmentera forcément les flux d'immigration illégale interne à l'Afrique et externe, parce que la première immigration illégale africaine, elle est interne à l'Afrique. Si demain, on ne prend pas garde, et c'est le schéma du haut, à la surpêche, et à la surpêche illégale en particulier, ben on va appauvrir le stock halieutique. Le stock halieutique, c'est 50% des besoins en protéines de l'humanité. Et c'est pas prêt de diminuer. Donc on voit que alors c'est pas tout à fait le dérèglement climatique, mais c'est un problème environnemental. On voit que le niveau des océans ne cesse de grimper et ça va poser un certain nombre de problèmes stratégiques également. Donc tous ces exemples pour vous dire que ce dérèglement climatique, bien sûr, il faut lutter contre d'un point de vue moral, mais il faut aussi lutter contre parce que c'est le ferment des crises de demain et qu'on ne fait pas aujourd'hui, on aura le réglé dans 10 ou 20 ans. Donc c'est d'ailleurs pour vous montrer que les militaires ont bien compris ça, c'est que le chef d'état-major des armées aujourd'hui a un conseiller dérèglement climatique qui étudie les conséquences stratégiques de ce dérèglement sur l'emploi de nos armées à 10, 20, 30 ans. Pour vous dire que les armées prennent ça au sérieux. Alors voilà le monde tel qu'il est. J'espère ne pas vous avoir effrayé, mais ce n'était pas le but. C'était simplement pour vous montrer que le monde qu'on a maintenant devant nous, ce n'est pas le monde qu'on avait avant.
Et ça va nous obliger à balayer tous nos modèles. Il faudra sans doute que nous, occidentaux, soyons un peu moins arrogants. Il faudra qu'on regarde le monde avec d'autres yeux, avec d'autres concurrents, avec d'autres compétiteurs qui parfois passeront de la compétition et de la concurrence à l'affrontement pour défendre leurs intérêts. Et donc il faut se préparer à ce nouveau paradigme stratégique. Ça veut dire qu'il faut d'abord en avoir conscience. C'est ce que j'ai essayé de faire, de vous montrer cet après-midi. Tout ce que je vous demande là, naturellement, c'est déjà pris en compte au plus haut niveau de l'État. Mais il faut s'y préparer. Il faut comprendre qu'on rentre dans un monde qui n'est plus comme le monde d'avant, celui où on voulait maintenir la paix, mais on rentre dans un monde où il faut empêcher la guerre. C'est pas tout à fait la même chose d'un point de vue stratégique. C'est-à-dire qu'évidemment, on revient en termes diplomatiques à la formule de Roosevelt il y a quelques nombreuses années, qui disait « Speak softly, but have a big stick », c'est-à-dire parler doucement, mais il y a un gros bâton pour vous faire respecter. Et donc c'est une autre approche à la diplomatie qu'il faut avoir, qu'on voit aujourd'hui au quotidien avec M. Poutine. Donc il ne s'agit pas d'avoir peur, il s'agit de se préparer à ce nouveau monde, et il s'agit d'anticiper les menaces. C'est sans doute dans ce domaine-là que nous, en France, on est le meilleur. Alors, la question alors je vais poser les deux premières questions. C'est, comme je l'ai expliqué hier à Nantes, c'est une nouvelle technique. Je pose les questions et je fais les réponses. C'est vachement plus facile pour moi. Ça me rappelle Georges Marchais, c'est pour les plus anciens d'entre nous. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est: la France est-elle une puissance? C'est quelque chose qui revient souvent dans les conférences, quelque chose qui revient aussi malheureusement dans certains journaux télévisés qui nous expliquent qu'on n'est plus bon à rien et que demain, et que vraiment on est dépassé par ce monde. Moi, j'ai pas cet avis-là. Je pense que nous sommes toujours une puissance. Alors, nous ne sommes pas une superpuissance comme les États-continents que sont la Chine et les États-Unis, mais on est une puissance respectable. On est une puissance pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est membre du Conseil on est membre permanent, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le deuxième, c'est qu'on a des armées extrêmement performantes, même si on peut se plaindre de leur taille aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a pas remonté le niveau, qu'on a cessé de descendre pendant des années, mais on a des armées performantes. Si j'ai mis un sous-marin nucléaire lanceur d'engins pour illustrer ce point, c'est pas tout à fait innocent, parce que nos armées aujourd'hui, non seulement sont performantes, elles sont opérationnelles. On est un des rares pays à pouvoir monter une opération d'évacuation de ressortissants au Soudan en 48 heures. Personne n'a été capable de le faire, et tous les Européens sont venus nous voir pour qu'on évacue leurs ressortissants. Et puis, si j'ai mis un sous-marin, c'est qu'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, c'est l'objet le plus complexe que l'homme ait inventé. C'est une base de lancement en type Kourou qui se balade à X centaines de mètres sous les mers. Je ne donnerai pas le X, c'est secret. Mais en tout cas, qui se balade à X centaines de mètres sous les mers, qui est propulsé par une centrale nucléaire et qui est en soi-même une ville. Donc tout ça, c'est de la technologie nationale. Il y a 4 pays au monde qui sont capables de le faire: les États-Unis, la Russie, la Chine et la France. Donc pour ceux qui pensent qu'on est dépassé technologiquement, tout ça, encore une fois, est totalement français. C'est-à-dire ce million de pièces qu'on trouve dans un sous-marin, c'est français. Donc on n'est pas largué technologiquement comme certains veulent faire le croire. Notre problème en termes de technologie va être un problème de masse. On a d'excellents, d'ailleurs, si on fait un tour rapide, on est capable de faire des avions comme les Airbus qui concurrencent largement les Boeing et qui, eux, ne perdent pas leur porte. Je ferme la parenthèse. On est capable d'aller dans l'espace, on est capable d'avoir une force de dissuasion. On est leader dans le nucléaire civil mondial. Donc, on est au niveau technologique. Le problème, c'est qu'on va se frotter à 2 concurrents sérieux, qui vont être la Chine et les États-Unis, toujours dans la bataille des normes et des standards, et que là, on risque d'être un peu petit pour faire face à ça. Et c'est là où moi, je crois fermement à l'Europe. Je pense qu'à l'échelle européenne, on peut lutter, et j'y reviendrai juste après, on peut lutter avec les États-continents. On est également une puissance parce qu'on a la francophonie. Enfin, là aussi, moi, j'ai pu mesurer la force
de la francophonie. On a toujours tendance à dire oui, mais tout le monde parle anglais. Ben, désolé, dans le monde, il y a des gens qui sont fiers de parler français et ça nous donne une capacité d'influence importante. On est fort parce qu'on a une zone maritime qui nous permet d'être présent dans tous les océans. Et je dis souvent ça en plaisantant, en disant mais finalement cette zone maritime qui nous est donnée par les territoires ultramarins, eh bien ça nous rend voisins du monde. Et quand on est voisin du monde, on n'est pas considéré comme un étranger. Moi, ça m'a beaucoup frappé quand j'étais chef d'état-major de la marine ou que j'accompagnais les présidents Hollande ou Macron dans leur voyage, c'est de voir combien la France est considérée comme voisine et non pas comme étrangère partout où on passait. Et effectivement, le fait d'avoir la Polynésie et Nouméa, on est voisin de toute cette région-là. Le fait d'avoir la Réunion, on est voisin de cette région-là. Les Antilles et la Guyane nous donnent ce statut de voisin dans les Amériques. Et finalement, la France est le seul pays à bénéficier de cet avantage. Et c'est un avantage, je peux dire, qui est important et qu'il ne faut pas négliger sur le plan diplomatique. On est une grande puissance également parce qu'on défend certaines valeurs. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on mesure très bien. Tous les pays du monde n'ont pas envie de se retrouver dans une conflictualité annoncée entre la Russie et les États-Unis, entre la Chine et les États-Unis. Il y a plein de gens qui attendent de la France qu'elle parle en leur nom et qu'elle appelle au dialogue et au respect du droit international. Et je crois que c'est ce que le président de la République a défini comme la France puissance d'équilibre. Et je crois que c'est une notion qui est tout à fait importante et qui nous donne... Nous, on est quand même un voisin, je vous dis, on est voisin du monde, mais en plus, on est un voisin sympa, on n'est pas belliqueux, et puis on propage des belles valeurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer, parce que quand je vois les émissions de télévision aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne mesure plus la force d'un pays qu'à sa puissance militaire. C'est une erreur. C'est une erreur. Évidemment, c'est important. Je dirais pas l'inverse. Mais c'est important, mais c'est pas la seule. C'est pas la seule. La puissance diplomatique, c'est important. La puissance d'influence, c'est important. La puissance de la langue, c'est important. La puissance des valeurs, c'est important. Et puis, on a un dernier atout, qui est l'appartenance à l'Union européenne. Parce que là, on voit bien que quand on se déplace, en particulier dans les pays asiatiques, eh ben la puissance économique de l'Union européenne nous aide beaucoup. Alors, la deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on a pris à haut niveau conscience de l'établissement de ce nouveau monde? Oui, la réponse est encore oui. Alors évidemment, hier, certains ont trouvé que je faisais preuve de beaucoup d'optimisme, mais d'abord, c'est dans ma nature, et puis ça fait parfois du bien de ne pas réfléchir uniquement en termes de fin du monde, mais en termes de monde nouveau. Les virages ont été pris en France. Je vous parlais tout à l'heure de la guerre cyber. Pour vous donner 2 chiffres, le commandement cyber des armées est passé dans les années 2015 de 200 personnes à 6 000 aujourd'hui. Donc il y a 6 000 cybercombattants dans les armées. Le secrétaire général de la Défense nationale a vu l'Agence nationale des systèmes de sécurité, des systèmes d'information, qui fait aussi de la cyberdéfense, monter de pratiquement rien à 600 personnes. Donc on voit qu'on a pris en compte cette menace qui est cyber. Je vous ai parlé tout à l'heure de la création de Viginum. On a vu que les 2 dernières lois de programmation militaire ont permis d'arrêter l'érosion des capacités militaires et de les préparer également aux guerres visibles. C'était le retour des stratégies de puissance, et aux guerres invisibles, c'est-à-dire le développement des stratégies hybrides. Donc on voit bien qu'on a pris beaucoup de virages. Et puis l'un des virages qui est passé totalement inaperçu de nos concitoyens, c'est le passage au rythme hebdomadaire des conseils de défense. Les conseils de défense, c'est une réunion qui réunit le président de la République, le Premier ministre, les 2 responsables militaires que sont le chef d'état-major des armées et le chef d'état-major particulier, les responsables des agences de renseignement, des principales agences de renseignement, et tous les ministres régaliens. Et auparavant, quand j'étais aux côtés du président Chirac, ce conseil de défense, il ne s'intéressait qu'aux opérations extérieures, c'est-à-dire les crises militaires lointaines. Quand je suis arrivé avec le président Hollande, ce conseil de défense avait déjà évolué pour s'occuper des crises extérieures, mais aussi de sécurité intérieure. Jusqu'en 2016, le rythme de ces conseils de défense était un par trimestre.
est arrivé là-dessus. Je le raconte dans mon livre, les attentats de Nice. C'était le lendemain de mon arrivée à l'Élysée, donc j'ai pris l'armoire normande dans la figure, et le président a décidé, à juste titre, de passer les conseils de défense au rythme hebdomadaire. On est donc passé d'un rythme trimestriel au rythme de 1 par semaine, et au fur et à mesure de ce rythme, qui était un rythme assez nouveau, mais nécessaire, on a traité non seulement les opérations militaires, les opérations de sécurité intérieure, mais maintenant on traite les affaires de souveraineté. Donc tout ce que je vous ai dit sur la technologie, la cyber, les câbles, l'espace, l'hyperconnexion, etc., se traite aujourd'hui de manière hebdomadaire en Conseil de défense avec un aéropage de ministres qui a été développé des seuls ministres régaliens à tous les ministres qui sont concernés. Et ça, c'est un changement profond dans notre culture. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a bien compris que le monde n'allait plus se structurer uniquement autour d'une action militaire, mais il allait se structurer par les guerres invisibles, par la compétition technologique, etc. Et on est un des rares pays au monde à avoir ce système. Je vous ai parlé tout à l'heure des difficultés à gérer à la fois le temps long et le temps court. Et ce système de conseil de défense hebdomadaire, il permet de le faire. Donc c'est tout à fait encourageant de voir qu'on a réussi à monter. Et pour terminer, juste un mot sur l'Europe. C'est une question qui revient aussi. Alors il faut se rappeler d'abord que l'Europe n'a pas été conçue que pour être une puissance militaire. L'Europe a été d'abord conçue pour annuler les sources de conflits sur le territoire européen. C'est la communauté européenne du charbon et de l'acier, qui est devenue, après plusieurs évolutions, l'Union européenne. Donc elle n'a pas été conçue pour être une puissance militaire. Il faut se mettre ça dans un coin de sa tête quand on en parle. Mais en tout cas, on a fait d'énormes progrès dans les années passées. On a vu monter la coopération structurée permanente qui permet d'avoir beaucoup de projets entre pays. On a vu monter le Fonds européen de défense qui nous permet de faire de l'innovation dans le domaine de la défense. Et le plus important, c'est la boussole stratégique qui a été concoctée par l'Union européenne en 2022. C'est la première fois qu'on faisait une tentative pour savoir si nos intérêts pouvaient être communs. Et je vais venir. Donc, l'Europe avance. Elle avance à un pas de sénateur que moi je trouve un peu lent par rapport à la vitesse de changement du monde, mais elle avance. Elle avance. Il y a 2 choses qui doivent être améliorées. La première, c'est une vision partagée des intérêts stratégiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même certains pays européens qui regardent vers l'Est. Alors, plus ils ont été sous le joug soviétique, plus ils regardent vers l'Est. Donc leur vision stratégique, c'est plein Est. Il y a des pays qui sont plutôt intéressés par ce qui se passe en Méditerranée, tous les pays de la bordure sud. Il y a des pays qui regardent ce qui se passe partout parce qu'ils sont voisins du monde. C'est la France. On est accompagné dans cette catégorie par la Grande-Bretagne, mais qui a jugé bon de voguer vers d'autres mers. Mais en tout cas, ça, c'est la principale difficulté. On ne fera pas de défense commune tant qu'on ne partagera pas les intérêts stratégiques. Il ne faut pas mettre les choses à l'envers. Il faut d'abord qu'on ait une conscience commune de ce qu'on veut faire avant de dire comment on va le faire. Aujourd'hui, on fait un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on fait les briques, mais on n'a pas encore le plan général de la maison. Mais ça va venir. Ça va venir, mais ça mettra du temps. Alors, on peut avoir un accélérateur qui est l'arrivée de M. Trump. Je pense que si M. Trump revient, beaucoup d'Européens vont réfléchir en disant mais surtout après ces dernières déclarations sur le fait qu'il encouragerait Poutine à attaquer les pays qui ne payent pas. Je pense que c'est pas seulement du bluff. Hein. C'est sa manière d'être. Je vous disais tout à l'heure, c'est du business. Donc il essaie de mettre de l'attention. Elle est un peu maladroite, mais il est comme ça. Donc on a en tout cas cette vision stratégique partagée encore à construire. Et puis on a toujours cette ambiguïté dont on n'arrive pas à se débarrasser entre l'OTAN d'un côté et l'Europe de la défense, c'est-à-dire on est au milieu du gué entre les deux. Il y a certains pays qui préfèrent avoir une autonomie européenne, nous en faisons partie. Il y en a d'autres qui ne jurent que par le parapluie américain et donc par l'OTAN. Donc ça aussi, ça peut bouger, puisque comme vous l'avez compris, dans le monde qui vient, rien n'est acquis et tout peut arriver. Donc peut-être que l'un va s'effondrer et l'autre va monter, ou bien que les deux vont devenir complémentaires. Moi, je crois qu'en tout cas, il faut arrêter ce combat
qu'on fait parfois en France entre faut-il mieux la défense européenne que l'OTAN. Moi, je pense que dans le monde qui se présente, les enjeux sont tellement énormes que les Américains ne pourront pas tout faire. Donc il faut nous demander ce qu'ils réclament depuis quelques années, qui s'appelle le burden sharing, c'est-à-dire le partage du fardeau. Et donc il faut que nous, on arrive à faire monter cette défense européenne pour être complémentaire à l'OTAN et pas seulement intégré dans l'OTAN. Et c'est quelque chose qui est en train de se développer. Ce qui me rend optimiste, une fois de plus, c'est que la boussole stratégique européenne a été intégrée dans le sommet de Madrid de l'OTAN en 2022. Donc ça veut dire qu'enfin, tout le monde a compris qu'on avait le même avenir commun et qu'il fallait vers ça. Dernier petit point, pour vous faire part de mon intérêt européen. Moi, je crois à l'Europe, pas à n'importe quel prix, mais je crois à l'Europe. Quand on prend les deux grands blocs, le choc des titans que j'évoquais tout à l'heure, vous avez sur cette vue de haut en bas le total des dépenses militaires annuelles, la part du pays dans le PIB mondial et les émissions, le pourcentage d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, il y a un déséquilibre qu'il faut voir déjà sur les dépenses militaires des États-Unis et de la Chine. Alors évidemment, la Chine, comme toutes les usines sont étatiques et contrôlées par l'armée, c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins cher que quand on fait appel à des appels d'offres. Jean-Marc vous expliquera ça mieux que moi. Mais en tout cas, on a cette comparaison. Ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, l'Europe, l'Union européenne. Alors j'ai triché un peu. J'ai mis pour la partie militaire, j'ai mis la Grande-Bretagne avec l'Union européenne, parce qu'on a tellement d'interpénétration des intérêts stratégiques qu'on peut le faire. Mais on voit que finalement, le bloc européen, c'est à peu près le bloc chinois avec les émissions de gaz à effet de serre en moins. Donc ça veut dire, alors évidemment, la différence fondamentale entre ces trois blocs, c'est que là, vous avez un bloc homogène, là, vous avez un bloc homogène, et là, vous avez un bloc hétérogène. Le pourcentage de PIB, avant la crise Covid, on était au niveau des États-Unis à 22%. Donc on va y remonter, probablement. Mais en tout cas, on voit que si on avait un bloc homogène ici, on ferait à peu près aussi bien que la Chine. Et c'est pour ça que je vous disais que sur un combat fondamental qui est celui de la technologie, eh bien, il faut que l'Europe se retrousse les manches. On a commencé à le faire, mais il faut continuer parce qu'il ne faut pas qu'on se laisse imposer les normes et les standards par les Américains ou par les Chinois. Et on peut le faire, on a les talents pour ça. Maintenant, il faut qu'on ait, pour reprendre un mot cher à l'armée de terre, il faut qu'on ait la masse pour arriver à ça. Voilà le panorama que je voulais vous faire. Donc c'est un monde qui sera... Alors, s'il sera plus dangereux, oui, probablement que les 20 ans qu'on vient de connaître. Si je disais ça à ma grand-mère, elle me dirait moi j'ai connu 2 guerres mondiales, on n'en est pas encore là, donc il faut un peu calmer le jeu. Ce qu'il faut surtout retenir de ce panorama, c'est qu'on est dans un monde où les puissances sont en train de se rééquilibrer, puissances économiques, militaires, technologiques, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a un continent que je n'ai pas cité, qui est l'Afrique, qu'il faudra prendre en compte, parce qu'il y a une explosion démographique en Afrique qui est telle que ça posera un problème. On trouvera des solutions, mais en tout cas, on aura un problème. L'âge médian de l'Afrique, aujourd'hui, c'est 16 ans. Ça veut dire que la moitié de la population africaine a moins de 16 ans. Un pays comme le Niger, son âge médian, c'est 14 ans. Donc c'est une sorte de bombe démographique qui est en train de se monter. Là non plus, il ne faut pas en avoir peur. Il faut simplement la prendre en compte et puis dire, augmentons notre part d'aide au développement. Il faut que ces pays se développent. Il faut qu'on les aide et on les aidera d'autant mieux. D'abord qu'ils seront d'accord pour qu'on les aide, parce que l'Afrique est aujourd'hui très concurrentielle entre la France et les ex-puissances coloniales avaient une sorte de priorité avant qu'on n'a plus. On est concurrencé par les Turcs, par les Russes, par les Chinois. Mais en tout cas, tout ça est dans notre intérêt, c'est d'aider au développement de l'Afrique pour gérer justement cette bombe démographique qui est en train de faire. Donc voilà, un paysage qui est instable, parce que tout ça n'est pas encore stabilisé. On pourrait faire un tas de scénarios catastrophes au-delà de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. On pourrait parler de l'invasion brutale
de Taïwan par la Chine, puisque Taïwan aujourd'hui c'est 70% des microprocesseurs. C'est-à-dire que si demain la production taïwanaise s'arrête, et ben vos voitures, je vous conseille d'acheter des chaussures de sport parce que vos voitures vont avoir du mal à fonctionner. Donc on peut avoir des scénarios catastrophes, mais en même temps il faut se dire que on est dans un monde où il n'y a pas que des fous et qu'on arrivera à réguler. Et ça va être l'objet des années à venir. Il faut remettre le multilatéralisme devant, il faut réimposer le dialogue plutôt que l'épreuve de force. Moi, je crois qu'on peut avoir aussi au-delà des scénarios catastrophes, on peut avoir un scénario simple où tout ça va se rééquilibrer avec des nouvelles structures et des nouvelles manières de faire. Moi, comme je suis un éternel optimiste, je pense qu'on va aller vers un scénario comme ça et qu'on n'ira pas vers la guerre nucléaire totale qu'annoncent les médias tous les jours. On pourra reparler de la déclaration de M. Poutine dans les questions, si vous voulez. Mais en tout cas, il faut garder confiance à l'avenir et en tout cas, il faut garder confiance en notre pays parce qu'on a tous les atouts pour vaincre dans cette nouvelle aventure qui se présente. Voilà, merci beaucoup de votre attention.